Comment le site de Boca Chica a-t-il été transformé en seulement 12 mois et surtout quels ont été les moments forts de l'année 2021? Pour ce nouvel épisode un petit peu spécial, je vous propose un voyage dans le temps pour découvrir ou redécouvrir ensemble comment SpaceX a totalement transformé le paysage du village texan pour y construire sa Starbase. Allez, pour commencer cet épisode, je vous emmène donc au Texas pour découvrir à quoi ressemblait Boca Chica il y a tout juste un an. Moins d'un mois après le premier vol du SN8, le prototype SN9 enchaîne 5 mises à feu statiques en moins de 2 semaines, dont 3 sur la seule journée du 13 janvier. Cinq jours plus tard, une première plateforme pétrolière, nommée Deimos, est identifiée dans le port de Brownsville. À l'époque, un article de blog de NASA Spaceflight révèle que SpaceX souhaite construire 2 ports spatiaux flottants pour son Starship. La seconde plateforme, nommée Phobos, sera quant à elle repérée dans un port du Mississippi. Entre-temps, les équipes de Boca Chica entament la construction du tout premier booster Super Heavy, le BN1. Souvenez-vous, c'était il y a un an, on pensait encore que le premier étage du Starship aurait des pieds pour se poser un peu à la manière d'une Falcon 9. Fin janvier, alors que le chantier du pas de tir orbital reprend lentement, le SN10 est complété avant d'être transporté sur le pas de tir suborbital aux côtés du prototype SN9 qui lui attendait sagement son heure pour tenter un nouveau test suborbital. Le 2 février, 3 Raptors du SN9 démarrent et le second étage se soulève lentement 2 mois à peine après le vol du SN8. Après avoir atteint une altitude de 10 km, le prototype effectue avec succès la fameuse manœuvre du belly flop pour redescendre vers son pas de tir. À cause d'un souci au rallumage des moteurs, le SN9 s'est finalement écrasé sous les yeux du mythique Starhopper. De l'autre côté de la Starbase, les ouvriers de SpaceX commencent l'assemblage des réservoirs de la ferme à ergols et travaillent sur les premières pièces de la table orbitale du Starship. Alors que le SN11 attend l'installation d'un premier aileron dans le High Bay, on peut voir que le futur emplacement du Wide Bay servait à l'époque de zone de stockage. Sur le site de lancement, les travaux des fondations des Ground Support Equipment, aussi appelés GSE, ont d'ailleurs commencé, comme on le voit sur ces images prises le 19 février. Quatre jours plus tard, les équipes de SpaceX enchaînent 2 mises à feu statiques du SN10 en préparation d'un prochain vol atmosphérique similaire à celui tenté par le SN9. Le 2 mars 2021, Elon Musk annonce sur Twitter la création de la Starbase à Boca Chica. Dans un autre message un petit peu cryptique, le multimilliardaire sous-entend que la Cité des Étoiles de SpaceX serait la première étape pour réaliser son rêve, coloniser Mars. Le lendemain de son annonce, c'est au tour du SN10 de s'envoler pour un 3e vol test. Pendant 6 minutes et 20 secondes de vol, le véhicule effectue sans encombre toutes les manœuvres attendues jusqu'au rallumage de ses moteurs pour tenter de se poser. Malgré des soucis techniques lors du déploiement des pieds du prototype, le SN10 se pose intact sur la piste d'atterrissage de Boca Chica. Alors une fuite de méthane fera malheureusement redécoller le prototype quelques instants plus tard dans une énorme boule de feu. Sur ces superbes images de la chaîne Everyday Astronauts, on remarque même les bouteilles de gaz comprimé du prototype éjectées à grande vitesse lors de l'explosion.
Avec ce succès en demi-teinte, SpaceX ne se décourage pas et au contraire souhaite accélérer la cadence des tests. Pour preuve, seulement 5 jours plus tard, un nouveau prototype quitte le site de production pour être installé sur le pas de tir. 4, 3, 2, 1. Lift off. Après 2 mises à feu statiques et 2 lancements reportés, le SN11 décolle finalement le 30 mars dans un épais brouillard. Et oui, en plus de la mauvaise visibilité, le SN11 a explosé après 5 minutes de vol en tentant de rallumer ses Raptors. Une pluie de débris impressionnante était alors tombée sur la Starbase sous les yeux inquiets du Starhopper. Entre-temps, la construction du pas de tir orbital du Starship, surnommé Stage 0, a débuté sur le site de lancement. Sur le site de production, le premier prototype de booster Super Heavy a été assemblé dans le High Bay et SpaceX débute aussi la construction des GSE, ces réservoirs qui constitueront la future ferme orbitale du Starship. Trois jours à peine après l'explosion du SN11, les équipes de SpaceX terminent l'assemblage de son successeur, le SN15. Le 5 avril, le tout premier réservoir de la ferme orbitale est complété et transporté vers le site de lancement. Trois jours plus tard, c'est au tour du SN15 d'emprunter le même chemin pour rejoindre le pas de tir suborbital de la Starbase. Sur ces images, on peut voir le GSE numéro 1 prêt à être installé, tandis que le SN15 attend lui ses premiers tests. Sur le site de production, le démantèlement du booster BN1 est en cours dans le High Bay. En effet, selon Elon Musk, le prototype a été construit uniquement pour améliorer le design et la production des futurs Super Heavy. Toujours sur le site de production, les travaux progressent sur la table orbitale du Starship, comme on peut le voir sur ces images tournées à 1 mois d'écart. A noter aussi, au cours du mois d'avril, SpaceX a aussi entamé la construction de Mechazilla. Les 9 étages de la tour de 145 mètres de haut seront préassemblés séparément sur le site de production avant d'être transportés et empilés les uns aux autres sur le site de lancement. Alors avec cette technique de préassemblage qu'on vient de voir, 2 étages seront rajoutés sur la tour de lancement au cours du mois de mai, notamment grâce à Frankencrane, la grue Liebherr 11350 qui est vite devenue une véritable icône du chantier. Pourtant, le 5 mai 2021, la grue aussi surnommée Kong s'est faite voler la vedette par le Starship SN15. En effet, après plusieurs tests de pressurisation, 2 mises à feu statiques et 2 reports de vol, le prototype a finalement décollé le 5 mai pour tenter un vol atmosphérique à 10 km d'altitude. Vers 17h30 heure locale, l'étage de 50 mètres de haut s'est envolé au-dessus de la couche de nuages qui couvrait la Starbase. Après 5 minutes et 40 secondes de vol, le SN15 est réapparu en effectuant la fameuse manœuvre du flip et s'est posé en douceur sur la piste d'atterrissage de Boca Chica. Après le succès vraiment historique de ce vol d'essai, SpaceX a retiré les moteurs du prototype avant de le transporter sur le site de production. Il trône aujourd'hui à côté de son successeur, le SN16, qui était alors en production dans le High Bay de la Starbase. Au même moment, SpaceX commence aussi la construction des cryoshells, ces coques de 12 mètres de large qui viendront recouvrir, isoler et protéger les 8 réservoirs de la ferme orbitale. À proximité, l'assemblage des sections de la tour de lancement continue. Au cours du mois de juin, les ouvriers poursuivent la préparation de la table orbitale du pas de tir. Sur cette photo aérienne prise le 1er juin, on peut notamment voir que les crochets sur lesquels le booster reposera sont en cours d'installation.
Avant de pouvoir monter la table sur les 6 pieds déjà en place sur le site de lancement, SpaceX a aussi rajouté 6 extensions visibles ici sur cette photo datée du 15 juin. Alors comme vous pouvez le voir, le site a énormément changé en seulement 3 mois. Plusieurs réservoirs ont été mis en place sur la ferme orbitale et on voit aussi que Mechatzilla prend rapidement forme. Sur ces images prises le 22 juin, on peut voir que 4 étages ont déjà été rajoutés par la fameuse grue Kong. Le préassemblage des sections se poursuit sur le site de production où un immense signe Starbase a été installé. 3 jours plus tôt, un imposant treuil ADS-30Q a été livré sur le site de lancement. Capable de soulever 1200 tonnes, la machine servira à actionner les baguettes du système de récupération de la tour. Devant les tentes du site de production, un premier test d'assemblage entre une section de booster et une section de ship a aussi été effectué. Entre-temps, les ouvriers de Boca Chica réceptionnent sur le site de mystérieux tuyaux jaunes. Vous vous en rappelez sûrement, il s'agissait en fait des pièces qui composeront bientôt plusieurs éléments de Mechatzilla, comme ses bras de récupération ou encore le bras de ravitaillement du second étage, aussi surnommé QD Arm. À l'époque, la communauté internet se mettait au travail pour tenter de résoudre ce puzzle géant, notamment grâce aux précieuses photos aériennes prises par l'équipe de la chaîne RGV Aerial Photography. Pour commencer le mois de juillet, le site de lancement a reçu pour la toute première fois la visite d'un booster, le prototype B3. Équipé de seulement 3 moteurs, le B3 effectue plusieurs tests de pressurisation, notamment en remplissant une partie de ses réservoirs avec de l'azote liquide. Moins d'une semaine plus tard, SpaceX met finalement le prototype à l'épreuve lors de la toute première mise à feu statique d'un booster Super Heavy. Le lendemain, la grue Frankencrane lève le 8e segment de la tour de lancement. À proximité, les ouvriers rassemblent les pièces d'un Mikado géant pour former le premier segment du bras cryogénique de Mechatzilla. Des fosses sont aussi creusées entre le pas de tir et la ferme orbitale, notamment pour y installer les câbles électriques et les conduits qui achemineront les ergols des GSE vers le Starship. Sur ces images, la communauté internet poursuit son enquête et identifie les fameux chopsticks de Mechatzilla ainsi que le support qui permettra au bras de se déplacer verticalement. Dans la foulée, les équipes de SpaceX transfèrent aussi la table orbitale sur le site de lancement et le lendemain, la grue LR 11350 achève la construction de Mechatzilla en plaçant le dernier étage de la tour. Enfin, petite cerise sur le gâteau pour finir ce mois de juillet en beauté, SpaceX a aussi installé sa table orbitale de 700 tonnes sur les 6 pieds de l'OLP. Même en plein été, de jour comme de nuit, c'est une véritable fourmilière qui s'active sur le site de lancement. Elon Musk, présent sur le chantier, semble mettre ses équipes sous pression pour tenter un vol orbital avant la fin de l'année. Mais si le patron de SpaceX est en visite à Boca Chica, c'est aussi et surtout pour assister au premier fit test d'un ship et d'un Super Heavy. Alors que son bouclier thermique est à peine fini, le Ship 20 quitte le site de production 2 jours après le booster B4. Le lendemain, l'opération de haute voltige est orchestrée par l'énorme grue Kong qui place donc le S20 au sommet de son booster. Le 6 août, cette image historique fait donc un bon coup de com' pour SpaceX dont le patron commente « C'était comme voir un rêve se réaliser ». Pour l'occasion, un drone est d'ailleurs de sortie pour filmer ce test hors norme.
Plus bas, au pied de la tour, 7 des 8 GSE sont maintenant installés et les ouvriers poursuivent l'extension de la digue qui doit protéger les réservoirs lors des lancements. Sur le site de production, les travaux commencent près du High Bay pour couler les fondations du futur Wide Bay, un bâtiment d'assemblage supplémentaire qui permettra d'accélérer la cadence de production en 2022. Sur Twitter, le patron de SpaceX annonce d'ailleurs les premiers changements de design des futurs prototypes, notamment pour modifier la taille et la position des ailerons avant du Starship. Enfin, le 29 août, le premier segment du bras de ravitaillement du second étage du Starship a été installé sur le 5e étage de la tour de lancement. Plus bas, au pied de Mechadzilla, les travaux se poursuivent sur la table orbitale, aussi appelée OLP, notamment pour installer le Quick Disconnect qui alimentera le booster en ergol. Connectée à la base du premier étage, cette structure se rétractera quelques secondes seulement avant le lancement pour laisser le Starship décoller. Après un été un peu mouvementé, SpaceX entame donc sa rentrée avec l'assemblage du GSE numéro 8 et poursuit le transfert des coques isolantes sur le site de lancement. Alors que les travaux de la ferme orbitale semblent avancer à grands pas, le booster B4 est quant à lui transféré au pied de la tour Mechadzilla avant d'être de nouveau placé sur son pas de tir. Du côté du site de production, les ouvriers percent une dalle de béton pour y installer les futures fondations du Wide Bay. Sur le site de lancement, les ouvriers continuent l'assemblage de la structure qui servira bientôt à supporter les chopsticks. À proximité, 2 énormes flexibles en acier sont installés pour raccorder le Quick Disconnect du booster au conduit cryogénique de la table orbitale. Le lendemain, les ouvriers de Boca Chica ont transféré l'extension du bras de ravitaillement sur une remorque modulaire propulsée, aussi appelée SPMT. SpaceX utilise régulièrement ce type de véhicule pour parcourir les 3700 mètres qui séparent le site de lancement du site de production. Trois jours plus tard seulement, l'extension est levée par la grue Kong pour être raccordée au premier segment du bras cryogénique. Pour rappel, le premier segment installé fin août permettra d'actionner le bras de ravitaillement de Mechadzilla. Son extension en forme de pince servira quant à elle à stabiliser le lanceur au niveau du booster. Quelques instants avant le lancement, le Quick Disconnect se détachera du chip et l'énorme vérin installé sur le 5e étage écartera l'ensemble de la tour. Entre-temps, du côté du pas de tir suborbital, les moteurs du Ship 20 ont été retirés pour installer 2 simulateurs de poussée. Le prototype S20 commence alors sa campagne de test et perd ses premières tuiles, notamment lors des tests de mise sous pression de ses réservoirs. Après avoir retiré le booster B4 du pas de tir, les ouvriers installent début octobre une immense structure rouge pour y préassembler les chopsticks avant de les transférer en un seul bloc sur la tour de lancement. Sur ces 2 photos aériennes prises à 2 semaines d'écart, on peut voir comment les chopsticks ont été assemblés, rattachés à leur support mobile, puis placés sur l'immense échafaudage rouge. En parlant de Mechadzilla, le 8 octobre, le bras de ravitaillement a été déplacé pour la toute première fois. En éloignant la pince géante de son support, les ingénieurs ont testé l'énorme vérin hydraulique dont on parlait un petit peu plus tôt. Sur ces 2 clichés, on peut voir le système dans 2 configurations différentes. En haut, le bras est connecté au chip, tandis qu'en bas, le bras serait écarté pour le lancement. Plusieurs dizaines de mètres plus bas, les ouvriers installent les fameux patins qui serviront à faire coulisser le support des bras d'assemblage le long des piliers de la tour. En effet, pour placer le Starship sur sa table de lancement, SpaceX utilisera un chariot capable de coulisser le long de la tour.
La structure mobile accueillera 2 énormes baguettes, les fameux chopsticks, qui permettront d'attraper le booster de 200 tonnes en utilisant 2 crochets placés juste sous ces grid fins. Sur cette photo de Starship Gazer, on distingue facilement 4 des 12 attaches installées sur leur rail, ici visibles en rouge. Le même jour, la ferme orbitale reçoit sa toute première livraison d'oxygène liquide. En effet, après presque 7 longs mois de travaux, la construction de la station-service du Starship semble enfin toucher à sa fin. La dernière coque isolante est installée au-dessus du 8e et dernier GSE de la ferme orbitale. Pour rappel, les réservoirs qui stockeront le carburant entre chaque lancement ont été construits sur place par SpaceX en calquant la structure de ceux du Starship. L'espace d'environ 1,5 m de large créé entre le GSE et sa coque cryoshell est ensuite rempli de perlitz pour isoler l'ensemble. En octobre, 2 énormes réservoirs horizontaux ont aussi été ajoutés pour remplacer les GSE numéro 7 et 8 qui n'ont malheureusement pas obtenu leur certification. Dans la foulée, les bras de la tour de lancement ont enfin été installés. Comme à son habitude, SpaceX ne perd pas de temps et les tests du S-20 reprennent rapidement sur le pas de tir suborbital. Le 18 octobre, un Raptor Vacuum effectue un premier test d'allumage avant d'enchaîner 3 jours plus tard sur une mise à feu statique des 6 moteurs à la fois. On reste toujours sur le site de lancement et comme vous pouvez le voir sur ces images, le QD Arm de la tour a été de nouveau rapproché de Mechazilla. En attendant le feu vert de la FAA, les ouvriers poursuivent l'assemblage du mécano de 145 mètres de haut, notamment en installant une énorme poulie sur son système de récupération. Comme on peut le voir sur cette animation, elle servira à déplacer verticalement les chopsticks pour récupérer et assembler les 2 étages du Starship. Allez, on enchaîne sur le mois de novembre pour passer en revue des nouvelles un petit peu plus fraîches. Pendant que les ouvriers de SpaceX commencent l'assemblage du booster B5, d'autres équipes s'affairent autour des fondations du White Bay, où les premières poutres sont assemblées. Sur cet avant-après, on peut voir l'évolution de la structure en seulement 30 jours. Du côté du site de lancement, un nouveau chien robot monte la garde et SpaceX teste de nouveau les bras de la tour, cette fois-ci en les déplaçant sur la gauche de la table orbitale. Dans la foulée, Mechazilla s'anime aussi lorsque les ouvriers commencent le mouflage de ses poulies, c'est-à-dire l'installation des câbles reliés à son treuil. Sur le fameux Stage 0, une fourmilière d'ouvriers s'active aussi sur l'OLP, notamment pour y installer de nouveaux escaliers, un système de déluge d'eau, une coursive ainsi que le capot qui protégera le QD Arm lors des lancements du Starship. Et souvenez-vous, c'était le 11 novembre dernier, Elon Musk donnait une présentation de 30 minutes lors d'une conférence. Il prévoyait notamment que le vol du B4 et du S-20 pourrait se tenir entre janvier et février 2022. Entre-temps, la FAA estime pouvoir finir son rapport environnemental d'ici le 31 décembre, une date qui sera finalement repoussée au 28 février comme on l'a vu ensemble sur la chaîne la semaine dernière. Malgré ces contretemps, SpaceX poursuit ses efforts pour tenter un vol orbital au plus vite, notamment en mettant à l'épreuve les tuiles du Starship lors d'une 3e mise à feu statique. Sur Twitter, Elon Musk précise que même avec son Raptor 2 en développement, la conception d'un tout nouveau moteur sera nécessaire pour coloniser Mars. Comme quoi, la route est encore longue pour le Starship et la mise au point du véhicule s'étalera certainement sur plusieurs années.
Allez, on retourne sur la terre ferme. Fin novembre, le bras de ravitaillement de la tour a à son tour reçu son Quick Disconnect, une pièce complexe dont on a détaillé le fonctionnement dans l'épisode numéro 12. En effet, 2 mois auparavant, lors de l'installation de la pince géante, on pouvait voir qu'il manquait quelques mètres pour que le bras de ravitaillement puisse atteindre le second étage du Starship. Avec cette extension installée, le bras de la tour pourra bientôt se connecter au panneau de ravitaillement du ship. Allez, pour achever votre méga dose de Starbase, je vous propose de revenir rapidement sur les actualités du mois de décembre. Les dernières semaines ont notamment été marquées par l'annonce sur Twitter de la construction d'un nouveau parc spatial en Floride, plus précisément à Cap Canaveral. Oui, selon Elon Musk, le pas de tir 39A accueillera d'ici 1 an une version similaire mais améliorée des infrastructures de la Starbase. 2 semaines plus tard à peine, la NASA annonçait à son tour préparer une étude environnementale pour installer un second pas de tir, encore en Floride, le LC-49. Pour rappel, SpaceX prévoit aussi une extension du site de Boca Chica pour y construire une nouvelle piste d'atterrissage, une seconde tour Mechazilla et une nouvelle ferme orbitale. Alors pendant que le B5 était mis de côté sur le site de production, le booster B4 a de nouveau occupé l'actualité près de la tour de lancement. Le prototype du Super Heavy a en effet passé 17 jours sur le pas de tir, notamment pour tester ses tuyères orientables et effectuer plusieurs tests de mise sous pression à l'azote. En retirant le booster de l'OLP, les équipes de SpaceX vont pouvoir finir leur travail sur le B4, notamment pour y installer les dernières protections aérodynamiques. Entre-temps, comme on l'a vu la semaine dernière, le S-20 a testé ses moteurs, et plus récemment, le treuil de Mechazilla a déplacé pour la toute première fois les chopsticks de la tour de lancement. Voilà, avec cet épisode, on se rend compte qu'en construisant Stage 0, sa tour de lancement et son pas de tir orbital très complexe, les ouvriers de la Starbase n'ont pas vraiment chômé en 2021. Au total, SpaceX a aussi effectué 4 vols suborbitaux et une dizaine de mises à feu statiques à Boca Chica. Du côté du site de production, ce sont 4 boosters et une demi-douzaine de ships qui sont sortis des tentes de la Starbase, et l'année qui commence risque elle aussi d'être très chargée en actualité. Parmi les événements les plus attendus, le premier assemblage d'un Starship par les Chopsticks, la mise à feu statique du B4, le suivi du chantier à Cap Canaveral et aussi la réhabilitation de la plateforme Deimos. Alors évidemment, comme vous, j'attends aussi avec impatience le vol inaugural du Starship qui s'est fait désirer pendant presque 6 mois. Alors avant de vous quitter, je vous propose donc un petit jeu rapide. Quand est-ce que vous pensez que SpaceX tentera son premier vol orbital ? Si vous êtes joueur comme moi, je vous propose de laisser votre pronostic en commentaire. Comme ça, moi je vais pouvoir voir qui s'est coltiné ma vidéo en entier. Et surtout, j'espère pouvoir un jour afficher le nom du grand gagnant quand le Starship décollera enfin. Voilà, j'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Je vous remercie énormément d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous, ciao!